Sur ce que tu dis, j'ai beaucoup aimé que tu parles du statut de l'échec, qui est en fait un émulateur de meilleur de soi. Et c'est quelque chose qui soit nous tue, soit nous rend plus forts. Et je dis souvent que on n'est peut-être pas responsable des événements que l'on rencontre parfois, enfin pas de tous les événements, mais qu'on est responsable des transformations, de ce que la vie a occasionné pour nous comme expérimentation. Les gens que j'ai pu faire venir aujourd'hui pour renforcer nos équipes, qui viennent souvent du champ valide, et à la seule condition qu'ils aient cette humanité ou cette capacité à comprendre les pratiques et le handicap, tombent littéralement les uns après les autres amoureux de ce champ. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Norbert, merci beaucoup d'accepter de venir sur le podcast. Bonjour Ronan, avec plaisir. Si tu es d'accord, je vais essayer de commencer par te présenter et puis tu me diras déjà si c'est bon, si je me suis pas trompé, si j'ai pas oublié des choses et puis après on commencera notre discussion. Très bien. Alors Norbert, tu es manager du haut niveau à la Fédération française handisport. Tu as pratiqué et tu pratiques beaucoup de sports, natation, équitation, volley, judo, handball, mais surtout athlétisme, en particulier le décathlon. On en reparlera d'ailleurs plus tard. Tu fais des études pour devenir prof de PS et tu orientes ensuite vers l'accompagnement d'athlètes, et plus particulièrement vers le haut niveau. Formateur à l'INSEP, entraîneur, directeur technique, président du Stade Bordelais Athlétisme Club, préparateur physique et aujourd'hui responsable à l'unité d'aide à la performance du haut niveau de l'INSEP depuis 2011, directeur des équipes de France à la Fédération française handisport et manager de la cellule de la haute performance. Bref, l'encadrement des athlètes de haut niveau, ça te connaît. Mais avant de revenir sur tout ce qui t'anime en ce moment, parler de la Fédération française handisport, de la cellule haute performance, j'aimerais revenir sur tes débuts et pourquoi le sport. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'occuper toutes tes journées dans le sport et plus particulièrement dans l'encadrement des sportifs? Écoute, je pense que j'ai un attribut qui est la passion, tout simplement pour toutes les formes d'activité humaine et notamment pour tous les projets humains, tous les projets forts. Je pense que je me suis inscrit dans le sport, mais j'aurais pu m'inscrire dans d'autres domaines. D'ailleurs, j'ai commencé en faisant un petit peu de cinéma. J'ai également écrit, j'ai dans des domaines autres que la littérature sportive, je dessine également, donc et je pense que n'importe quelle activité humaine m'aurait intéressé, que je me serais engagé de toute façon. Donc ça, c'est un attribut personnel. Je suis né avec beaucoup d'intérêt. T'es un passionné en fait. Quand tu commences quelque chose, t'as envie de t'y mettre à fond, c'est ça? Oui, alors je suis passionné des projets, je suis passionné aussi par les humains. Je pense que
L'un des éléments peut-être qui me caractérise, alors comment expliquer pourquoi? C'est cet amour que j'ai vis-à-vis des hommes et de leur engagement dans des actions relativement fortes. Je me suis souvent mis à leur côté pour les aider à réaliser ces projets, m'effaçant quand ces projets étaient réalisés. Ok. Alors, on en reparlera tout à l'heure justement donc, tu fais d'autres activités, donc comme tu l'as dit, cinéma, écriture. Mais je vais rester sur le sport pour le moment. Donc, tu as été sportif aussi, comme j'en ai parlé. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Quelle a été ton expérience d'athlète? Pourquoi ce sport? Alors, tu as fait du décathlon particulièrement, mais tu as fait beaucoup d'autres sports. Ton expérience de sportif, comment tu l'as vécu et comment tu as vécu finalement l'encadrement que tu as eu, puisque maintenant tu encadres plutôt le sport, et à quel point tu t'en sers maintenant dans de ton expérience passée pour encadrer les athlètes. Ah, alors, je pense que j'ai vécu, beaucoup d'aventures motrices, dans des sports, extrêmement différents et souvent ça a été pour moi le lieu, de vécu, pour des émotions très fortes, que j'ai ressenties, corporellement et émotivement aussi avec, mes partenaires adversaires et à partir de là et de ce champ de sensations, je dirais kinesthésiques, émotionnelles, et passionnelles, j'ai construit, un intérêt par l'observation, de la façon dont les sportifs ou enfin généralement les acteurs de la performance, sportifs et entraîneurs et leurs encadrements pouvaient évoluer, autour d'un projet. Donc j'ai passé beaucoup de temps à au-delà de ma pratique, à regarder les gens faire et se comporter et à partir de là, au fur et à mesure, je me suis engagé sur une voie qui était celle d'abord des profs de PS, de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, pour finalement considérer que je voulais encore plus m'engager et que le véritable lieu d'engagement, c'était la performance sportive. Donc c'est ainsi, petit à petit, marche par marche, que je suis monté vers ce projet d'implication dans le sport de très haut niveau. Ok, ok, ok. Et particulièrement, je disais que tu as fait du décathlon, j'ai lu pas mal de choses du coup en préparant l'interview et sur le décathlon où tu l'as pratiqué quand même pas mal. Alors moi, je t'avoue, avant d'avoir des Kevin Mayer, je m'intéressais peu à ce sport. Et depuis Kevin Mayer, ça a été mis, j'ai l'impression, en tout cas en France, beaucoup plus en visibilité. Est-ce que toi, à l'époque où tu faisais du décathlon, c'était mis autant en visibilité que maintenant? Est-ce que c'était un sport qui se pratiquait beaucoup? J'ai l'impression que c'est un sport qui était peu pratiqué ou en tout cas, qui paraît difficile. Moi, j'ai fait un peu d'athlétisme en club et c'est vrai que c'est un sport qui est qui est complet, mais qui peut paraître difficile parce qu'il faut être assez polyvalent, on va dire, sur toutes les disciplines. Et est-ce que ce sport est finalement assez mis en visibilité par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire un sport très complet, très varié et puis beau à voir surtout? Bah, alors, moi, je suis arrivé un peu par hasard au décathlon. Enfin, finalement, pas par hasard. Je pratiquais donc d'autres sports et un peu d'athlétisme de façon libre dans un stade. Je faisais du saut en hauteur, du demi-fond. Puis je me suis aperçu que j'étais un peu éclectique et je me suis retrouvé un jour en junior sur un stade dans lequel il y avait une compétition de décathlon. Et à partir du moment où j'ai eu réalisé mon premier décathlon, j'ai décidé que c'est à ce sport-là que je consacrerai une grande partie de ma carrière de sportif. Oui, c'est un sport qui est très dur, c'est un sport qui est magnifique. Alors pourquoi il n'a pas eu beaucoup de succès pendant un certain temps? La méconnaissance du public est liée aussi au fait que on a longtemps considéré ces sportifs comme des touche-à-tout, touche-à-rien. Et donc c'était un peu ceux qui faisaient ça parce qu'ils étaient complets, mais parce qu'ils n'étaient pas bons dans une discipline particulière. Puis petit à petit, le niveau des décathloniens a fortement monté au point de faire en sorte qu'aujourd'hui, avec Mayer, on le voit, que leur niveau de prestation dans une des disciplines du décathlon équivaut pratiquement à celle de spécialistes de la discipline, des disciplines isolées. Voilà, alors après, il y avait cette histoire de s'inscrire aussi dans la légende d'Hercule, de Jason, les 10 Mhm. travaux d'Hercule, pardon. Il y a un côté mythologique, et puis si tu veux, il y a une aventure que tu vis, parce que finalement, le sport, c'est pas toujours le résultat qui m'importe. Bon, ça, c'est la partie immergée, c'est l'aventure qu'on vit avec le sportif, et c'est la partie qu'on vit finalement
soi-même. Donc, c'est vrai que c'est cette incessante recherche de plénitude à travers un sport qui ne délivrera son résultat qu'à la fin de 10 épreuves après 2 journées de combat. 2 journées pendant lesquelles tu vivras la vie finalement avec ses doutes, ses plaisirs, ses réussites, ses échecs et avec des conditions aussi atmosphériques qui feront que, eh bien, il faudra t'adapter en permanence. Donc, c'est un sport dans lequel je me suis beaucoup retrouvé. Voilà. Ouais, c'est un sport passionnant à voir. J'invite d'ailleurs toutes les auditrices et auditeurs à regarder parce que c'est passionnant à suivre. Et comme tu le dis, en fait, souvent, il y a aussi des. Alors, ils ont des spécialités, donc c'est des décathloniens, on le voit, c'est-à-dire, comme tu le dis, il y a des épreuves où ils performent autant que des sportifs dans les disciplines isolées. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas les touches à rien, touche à tout, c'est vraiment des personnes qui sont assez complètes sur les sports en question. Alors, en parlant de ton expérience passée, justement, tu as un lien fort avec l'Afrique. J'ai lu, tu as vécu notamment au Mali et au Sénégal. Est-ce que tu y retournes souvent? Et est-ce que tu envisages un jour de jouer un rôle dans le développement du sport d'athlète africain? Tu vois, comme j'ai pu parler avec Marlène Arnois, qui a un rôle dans le développement du sport africain là-bas, une ancienne athlète de taekwondo. Est-ce que toi, un jour, tu prévois on va dire, de retourner à tes expériences passées, à ton lien fort avec l'Afrique que tu as pu avoir et faire du développement de sport là-bas? Écoute, Ronan, juste pour terminer la discussion précédente, et je te suis après sur l'Afrique et avec beaucoup de plaisir. Oui, non, sache quand même que j'ai été le seul à avoir écrit alors un fascicule assez complet de 160 pages sur le décathlon en athlétisme en 88, qui a Ok. fait office de référence et alors bon, dont on dit, alors je le dis bien humblement, qu'il a constitué un peu le premier maillon de l'évolution des décathloniens français. En tout cas, il a été le livre de chevet d'un certain nombre de champions. Donc voilà, bon, je me suis inscrit aussi intellectuellement dans le développement de cette discipline. Quel est le nom du livre? Alors, ça s'appelle le décathlon en athlétisme. C'est un ouvrage de la revue AEFA, maintenant un peu épuisé sans doute parce qu'il a été réassorti et revendu, mais donc voilà, il a posé les bases, il a fait le bilan des anciennes méthodologies d'entraînement de grandes écoles russes, allemandes, américaines, et puis il a posé les jalons de ce qui est arrivé après, avec notamment le dessin que j'avais pu faire de ce que serait le décathlonien de demain, euh, hyper fort dans toutes les questions d'apprentissage, capable d'apprendre extrêmement rapidement, parce que le décathlonien, c'est ça, c'est quelqu'un qui est capable, avec moins de temps que les autres, d'arriver à un niveau de prestation motrice très important. Alors là, tu me renvoies sur l'Afrique. Alors oui, bah, l'Afrique, ça m'a marqué. Hein, donc je suis avant tout un Africain. J'y ai vécu 12 ou 13 ans et je suis arrivé avec mes forces et faiblesses d'Africain en France. On pourra en rediscuter si tu veux. Et à chaque fois que je peux me connecter sur l'Afrique, je le fais, alors que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai même occupé un poste très peu de temps d'ailleurs de responsable du développement de l'athlétisme en Tunisie. Et puis l'affaire Ben Ali, le printemps arabe a mis fin au contrat des Européens. Mais donc je suis moi toujours enclin à me déplacer. Alors je n'y vais pas souvent parce que, hélas, j'ai d'autres voyages et déplacements à faire dans le cadre de ma fonction de manager de la cellule haute performance. Donc j'ai des voyages quand même à effectuer avec mes 10 sports, les 10 sports que je gère un petit peu partout dans le monde, même si ces déplacements ont été très limités ces derniers temps. Oui, j'aurais été, c'est peut-être un des manques de ma carrière et de ma vie, j'aurais aimé partir sur une mission forte dans un pays pour du développement. Les choses ne se sont pas inscrites ainsi. Ça reste un des éléments que je regrette parce que je pense que je suis pas trop mauvais quand il y a tout à faire et quand je bénéficie de la confiance des gens et quand j'ai envie de développer pour eux, hein, pour cet amour que j'ai vis-à-vis des gens, l'ensemble des systèmes qui leur permettraient de pratiquer une activité ou toute autre chose. Mais ça s'est pas fait, Rodan. Voilà.
OK, mais c'est pas fini. Tu dis: «C'est ce que je regrette sur ma carrière», mais la carrière n'est pas finie. Oui, alors j'ai quand même je vais sur 65 comme, normalement mon contrat c'est d'aller jusqu'aux Jeux de Paris, tu vois? J'aurai 67-68. Je sais pas quelle est l'énergie dont je pourrais encore disposer à Oui. ce moment-là, d'autant plus que j'attends quand même, avec impatience ces Jeux. Alors à la fois de Paris, parce que c'est là qu'on verra véritablement l'impact qu'on aura pu avoir sur le développement du parasport, et en même temps, je t'avoue que j'ai envie de reprendre, la plume. J'ai quelques écrits qui ne sont pas terminés, que j'aimerais achever, donc j'aimerais qu'il me reste encore assez de temps pour pouvoir, achever ces écrits. Voilà. Oui, je comprends et que tu puisses aussi profiter un peu, aussi du temps aussi, Oui, c'est ça. juste Oui, tu oui. as raison. Alors justement, tu parles de la fédé, handi. Alors juste avant de parler de ton rôle à la fédération handisport, j'ai une question que je me pose, depuis tout le temps. Alors, comme tu es là, je vais en profiter. Pourquoi une fédération handisport? En valide, tu vois, on parle de fédération individuelle, on parle de la fédération d'athlétisme, la fédération de natation, la fédération tu vois, il y a plein de fédérations de ski et en handisport, on va dire qu'il y a une fédération, j'ai l'impression, qui chapeaute le tout, donc la fédération handisport. Et pourquoi cela? Pourquoi ça a été créé, cette fédération, justement? Et dans quel objectif? Pourquoi il y a une fédération qui chapeaute toutes les, on va dire, toutes les disciplines? Alors, elle ne chapeaute pas toutes les disciplines, mais tu as raison, elle chapeaute, 80 à 85 des pratiques para. Pourquoi? Parce que, au départ alors d'abord, il y a une raison qui est constitutionnelle, c'est que les caractéristiques du public, le fait d'avoir un handicap, fait que, les engagements des professionnels autour de ce type de public, hem, le type d'engagement doit être spécifique. Il doit tenir compte de la nature des handicaps et donc c'est un savoir très précis qui dépasse le cadre de la méthodologie de l'entraînement sportif. Il nécessite, on va dire, un certain nombre de précautions qui font que il y a une valeur ajoutée, si tu veux, aux compétences normales des entraîneurs valides. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire, mais il y a un plus, quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Euh, donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a en France un déficit de culture sur les pratiques handi, et ce, à la différence de ce que l'on observe dans les pays européens d'ailleurs, où ces pratiques sont tout à fait encouragées. Elles donnent lieu à, à venue de public d'ailleurs lors des compétitions de façon très importante, et il n'y a pas de séparation entre le handi et le valide. Mais en France, pour des problèmes de considération, de manque de culture, de méconnaissance tout simplement de ce qu'est une personne en situation de handicap, on a d'abord travaillé sur les capacités d'inclusion par les systèmes fédéraux dans la vie civile et grâce au sport. Et donc ça a d'abord été considéré, cette fédération était d'abord un mouvement, c'était un mouvement d'inclusion plutôt qu'un mouvement fédéral purement sportif. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce qu'on essaye de conserver le premier point de l'inclusion et on le conservera toujours parce que ça fait partie de nos devoirs vis-à-vis de la société française. Mais de plus en plus, nous, nous fonctionnons surtout sur le sport de haut niveau comme des valides. Et d'ailleurs, c'est une des missions que j'avais, c'était de proposer donc aux personnes en situation de handicap le même niveau de service et de considération que dans le sport valide, le sport de haut niveau valide. Oui, bah, alors tu le dis complètement, mais alors ça viendra plus tard parce que j'ai beaucoup de questions sur ça, sur la visibilité, du sport, mais c'est vrai, j'en avais parlé avec, Trésor Makunda sur un des épisodes et qui me disait lui, pendant les Jeux à Londres, il a jamais vu autant d'engouement, par exemple et il dit: «C'est fou en fait, la différence qu'il y avait entre, lui quand il faisait des compétitions, en France, alors qu'il était français et qu'il y avait pas autant d'engouement, que lui quand il gagne en Angleterre, aux JO de Londres, alors qu'il est français et il me dit tout le monde le connaissait. En fait, les gens connaissent autant les sportifs valides que les sportifs en para. Et c'est impressionnant, mais c'est vrai que c'est en train de, ce qu'il disait, c'est en train de changer. Et j'imagine que le travail que vous faites aussi, ça permet de mettre en visibilité aussi tous ces sportifs. Oui, alors à ce sujet, moi je pense sincèrement que la France se réveillera aux pratiques des personnes en situation de handicap à Paris, au moment où on leur amènera sur site même ces pratiques donc qui sont très très belles, hein, différentes parfois, alors similaires à ce qui est proposé en valide en termes de type de pratique, mais aussi différentes avec des particularités. Moi, je suis un très bon exemple de personnes qui n'étaient pas
acquise au départ spécifiquement d'ailleurs à la cause du handi parce que tout simplement je travaillais dans un milieu de valides. Hein. Quand tu es à l'INSEP et que tu as 28 équipes de France et Mmh. 28 sports, tu es mélangé avec des gens qui, entre guillemets, n'ont pas de problème ou n'ont pas rencontré un problème particulier par rapport à leur intégrité physique ou psychologique, mais surtout physique là. Euh, donc, la France découvrira donc vraisemblablement la beauté des pratiquants et la beauté des sports pratiqués quand je suis arrivé dans le milieu, donc découvrant avec des yeux d'amateur les pratiques, je suis littéralement tombé amoureux à la fois des acteurs mais des disciplines. Donc chaque discipline était un champ nouveau pour moi et une découverte nouvelle. Et les gens que j'ai pu faire venir aujourd'hui pour renforcer nos équipes, qui viennent souvent du champ valide, et à la seule condition qu'ils aient cette humanité ou cette capacité à comprendre les pratiques et le handicap, euh, tombent littéralement les uns après les autres amoureux de ce champ. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et il suffit. Alors, je suis pareil que toi. C'est en parlant, moi, c'est il n'y a pas si longtemps, mais c'est en parlant avec Marie-Amélie Le Fur et on va dire, acquis à la cause, je veux dire. Et j'ai commencé du coup à regarder en préparant l'interview des courses à elle. Et en fait, et j'ai regardé des courses, donc c'est saut aussi. Et c'est là où tu vois que finalement, il y a tout autant, voire même, même plus, mais euh, comment dire, d'exploits en fait dans ce sport. Et c'est incroyable de voir ça, et ça met autant en émotion. Il n'y a pas de différence en fait du tout entre le para et le valide. Et il suffit, en fait, il suffit de faire le pas et de regarder. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de médiatisation avant, et de le voir à la télé, mais j'ai l'impression que ça change de plus en plus. Et si tu avais un pays que tu prendrais en exemple, on va dire, pour le développement du handisport, s'il y a un pays, tu vois, qui en termes de médiatisation, en termes de professionnalisation pour le handi, qui serait un exemple, ça serait lequel, par exemple, si on pouvait se caler là-dessus? Écoute, des pays, alors un pays comme l'Angleterre, mais il y a des pays qui émergent aussi, l'Ukraine, ou des pays qui de tout temps ont développé l'accessibilité à ce type de pratique, comme le Danemark, la Suède. Mais l'Angleterre est formidable de ce point de vue-là parce que il a permis l'accessibilité et l'acculturation de son public à ce type de pratique depuis déjà très longtemps. Et d'ailleurs, l'Angleterre est présente au niveau des médailles alors qu'elle n'a pas le même vivier qu'un pays comme la Chine ou comme les États-Unis. Elle est présente dans le top 5 des nations les plus médaillées depuis déjà plus de 20 ans. Donc les choses n'ont pas été simplement un coup d'épée à un moment transitoire, elles se sont enclenchées dans le temps et dans la durée. Et c'est ce qu'on espère aujourd'hui à partir des Jeux de Paris, qu'il y aura quelque chose de durable qui s'installera dans l'esprit des Français. C'est vrai que c'est très difficile en France de travailler dans des sports de haut niveau de type public parce que bon, la culture française est très liée au sport professionnel. La médiatisation se fait essentiellement sur les footballeurs ou sur les équipes de sport pro collectif. Et il y a en fait un effet de yeux fermés sur toutes les autres pratiques. On en souffre beaucoup, hein, donc la médiatisation est très limitée. Et je te remercie de donner la parole à quelqu'un qui représente une parcelle de ce champ. Voilà. Non, mais c'est avec grand plaisir. Et puis, je pense aussi, comme tu dis, bah, Barcelone, ça a aidé pour l'Espagne, je pense, d'avoir les Jeux là-bas. Et je pense que Paris aura le même rôle. Et je pense que le fait d'avoir les Jeux chez nous, en fait, permettra en fait cette visibilité de fait. Et ouais, c'est une super chose. Alors, comme je l'ai dit en intro, tu es directeur des équipes de France à la Fédération française handisport et donc manager de la cellule haute performance. Alors, on va commencer par ton rôle à la Fédération française handisport. C'est quoi être directeur des équipes de France handisport? Il consiste concrètement à quoi ton rôle? Alors, Ronan, je suis plus en fait directeur des équipes de France. La fonction a été supprimée, donc je suis manager aujourd'hui de la cellule haute performance pour les sports d'été, avec comme collègue Ok. Christian Fémy pour les sports d'hiver.
Cette cellule, elle a été, élaborée justement alors quand on parlait tout à l'heure d'intégration, dans la société, des personnes en situation de handicap, on disait qu'en même temps, ce n'était pas qu'un élément d'intégration, simplement sur le plan social, mais qu'en même temps, il y avait une acculturation aux pratiques, de haut niveau, identiquement à celles des valides. Et donc la cellule haute performance, elle se concentre sur la préparation des sportifs titrables et médaillables, et également des forts potentiels jeunes, c'est-à-dire ceux qu'on devrait retrouver à Paris sur une marche haute, on va dire. Et le Mmh. but est d'individualiser complètement la préparation de ces sportifs en ne laissant rien au hasard, en les suivant sur, ou en les accompagnant, le terme est plus juste, sur tous les domaines, à la fois par le biais des cadres fédéraux, donc qu'on appelle des référents techniques au niveau disciplinaire, ou des entraîneurs dits nationaux, des entraîneurs des staffs nationaux, jusqu'à la cellule de base, celle dans laquelle s'entraîne quotidiennement le sportif, c'est-à-dire donc en correspondance et en harmonie de rapport avec l'entraîneur du quotidien. Donc cette cellule, elle doit aider à la montée en puissance des sportifs en leur proposant à tous ces acteurs, à la fois les sportifs et les entraîneurs du quotidien, un maximum de suivi, un maximum de moyens ou d'aides, euh, alors financières, en termes de ressources humaines, technologiques, en termes de moyens informatiques. Véritablement, on est en train de monter d'un cran pour réussir les Jeux de Tokyo et ceux de Paris. OK. Alors je vois vraiment le truc, donc j'ai l'impression que c'est un accompagnement, comme tu dis, sur mesure, on va dire, Oui, parce que c'est voilà. tout à fait. Hem Tu sais, les termes qui sont utilisés sont sur mesure, haute couture, précision chirurgicale, etc. Donc, tu vois, on est bien là-dessus. OK, et alors du coup, donc le but c'est d'avoir, pas des médailles mais, d'avoir la médaille en or. Du coup, l'objectif c'est de gagner dans cette cellule haute performance. Est-ce que tu penses que le fait d'accompagner, moi je me dis ça c'est super parce que c'est ce dont on a besoin parce qu'on n'est pas des robots, on va dire, on est des personnes individuelles, donc c'est super d'avoir un accompagnement individuel, mais en quoi tu penses que le fait d'accompagner alors déjà, en quoi tu penses que le fait d'accompagner des athlètes beaucoup plus spécifiquement, concrètement, qu'est-ce qui va les aider à monter sur la plus haute marche du podium? Et l'autre chose, c'est est-ce que les autres athlètes ne vont pas se sentir en dehors du groupe? Tu vois, les athlètes qui ne sont pas accompagnés par cette cellule haute performance, justement. Alors, je commencerai par ta deuxième question. Donc, en effet, un athlète de haut niveau chez nous est soit dans les collectifs nationaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore considéré comme un athlète de très très haut niveau, hein, donc si je mets très très, et donc il fait partie des collectifs nationaux, il bénéficie d'un certain nombre d'avantages, l'organisation des stages, la mise en place de ressources humaines, de moyens matériels, etc. C'est quand il émerge de ce collectif national et qu'il devient intitrable, immédaillable ou un fort potentiel jeune, qu'il bénéficie, qu'il rentre dans une famille qui est celle de la cellule haute performance où il va bénéficier de ce suivi haute couture dont tu parlais, avec des avantages et des inconvénients. C'est qu'évidemment, quand tu rentres là, tu as un niveau de service de service et d'attention supérieur. Mais par contre, si ton niveau baisse, alors il ne faut pas exagérer les choses, il faut que elle soit. C'est pas parce qu'il y a un accident, une blessure qu'un sportif descend dans on va dire, la division 2, mais il y a une sorte de fonctionnement en ascenseur qui fait que tu montes et que tu descends et que c'est vivant. Et que c'est pas basé sur des jugements et des prises de parti, c'est simplement sur tes résultats et sur des progrès ou ton investissement. Donc c'est un élément extrêmement vivant. Alors qu'est-ce que ça peut apporter une précision comme la mise en place d'un système de précision chirurgicale, bien que je ne devrais pas utiliser ce terme dans le cadre du handi, c'est simplement que, alors que tu bénéficiais à un moment d'une collectivisation des ressources au service du plus grand nombre, et je dirais aussi de façon anonyme pour tout le monde, là, d'un seul coup, tu as des réponses à des besoins très précis qui sont ceux, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'humain que l'on a en face, parce que chaque sportif est avant tout un individu propre qui a ses propres avantages et inconvénients dans le milieu dans lequel il vit et qui donc rencontre soit des freins, soit des accélérateurs potentiels. Et donc nous, on doit véritablement se rapprocher de ce qu'on appelle son écosystème. Et cet écosystème-là, on doit faire en sorte qu'il est extrêmement favorable,
qu'il n'est pas délétère pour la réalisation de sa performance. Donc, le but, c'est vraiment la chasse à l'incertitude et la réponse sur mesure par rapport aux particularités du sportif. C'est intéressant de parler d'écosystème et de particularités du sportif. Moi, j'aime beaucoup parler de singularité. On peut dire qu'on a des écosystèmes pour chaque sportif qui sont différents. Ça, on le comprend bien selon la culture, la ville à laquelle on appartient et selon l'ensemble des staffs dont on peut disposer localement ou des accompagnateurs scientifiques. Et puis, tu as les singularités du sportif qui font que tout sportif est différent de l'autre sportif qui pratique la même activité et que sur un plan psychologique, physique, mental, et que, alors pardon, psychologique et mental pareil, physique et technico-tactique, et que le but c'est d'aller faire la chasse véritablement à ce qui peut se développer de façon optimale chez l'individu et aussi aller chercher ce qui peut constituer son point faible et donc constituer le point par lequel il peut perdre. Ouais, d'accord. Alors c'est ouais, c'est un accompagnement, bah, ouais, comme tu l'as dit, même si c'est tu dis, l'idée c'est pas d'utiliser ce mot, mais c'est chirurgical dans l'idée, on s'imagine bien, donc sur mesure, vraiment au millimètre près, quoi. Et concrètement, une équipe, par exemple alors, du coup, ça dépend des individus, comme tu l'as dit, mais concrètement, une équipe, combien de personnes, tu vois? Si tu prends une cellule d'une personne, sans citer de nom de sportif, mais combien il y a de personnes qui entourent? Alors, Heu imagine-toi une cible donc avec des ronds concentriques et excentriques. Donc au centre pour nous de notre attention, il y a ce que j'appelle le triptyque sportif, son projet, son entraîneur au quotidien. Donc ça, c'est le centre de la cible. Tous nos efforts sont concentrés sur cet élément-là. J'ai souhaité avec la cellule performance bien rappeler que c'est l'ensemble des services qui doivent se mettre à disposition de ce centre de cible et non pas le contraire comme ça peut arriver parfois dans les systèmes français. Puis autour de ce premier niveau, de ce centre de cible, il y a tous les accompagnateurs qu'on appelle scientifiques euh, autour du sportif, c'est-à-dire l'accompagnement en préparation physique, l'accompagnement mental, l'accompagnement en nutrition, l'accompagnement en récupération, l'accompagnement en technologie. Il peut y avoir donc de la recherche de la recherche scientifique autour. Donc c'est le deuxième cercle qui gravite et qui travaille de façon locale. Chacun de nos sportifs de haut niveau possède autour de lui une équipe qui est au service de son projet. En troisième niveau, tu as les référents techniques, donc troisième niveau de cercle, les référents techniques au niveau disciplinaire, ou le head coach, si tu veux, de la discipline qui représente la Fédé, qui est entouré lui-même d'entraîneurs des staffs nationaux, et puis le manager de la performance que je suis ou que Christian est. Et puis encore, dernier cercle, l'ensemble des services de la FFH dans des domaines divers comme l'expertise, la communication, le médical, la formation. Donc tous ces cercles-là extérieurs dont je t'ai parlé doivent concentrer et harmoniser leurs efforts pour faire en sorte que le centre de cible soit atteint. Et alors, justement, alors, par rapport à ma question, précédente où je disais, est-ce que les sportifs qui ne sont pas dans cette cellule haute performance vont pas être écartés? Et là, à l'inverse, dans la question, je me demande, est-ce qu'il y a une émulation assez forte, du coup, pour ces sportifs qui sont dans la cellule? Est-ce qu'ils vont pas se sentir, eux, écartés des autres sportifs? Et du coup, comment tu vois, comment cette émulation, elle est toujours là? Est-ce qu'ils s'entraînent toujours au sein des mêmes structures, donc ils sont toujours avec les sportifs de haut niveau et pas les très, très haut niveau? Mais est-ce que ces athlètes de très, très haut niveau, ils s'entraînent toujours avec d'autres athlètes et donc il y a toujours une sorte d'émulation qui se fait? Comment elle se fait justement cette émulation pour ces sportifs-là? Ta question est très intéressante parce qu'il y avait en effet une possibilité, c'est que nos sportifs se scindent en deux groupes, ce qui aurait été contraire à ce qu'on aurait voulu, puisqu'on souhaite aussi que dans le deuxième groupe, et on sait que dans le deuxième groupe, hein, ceux qui ne sont pas encore des sportifs de très très haut niveau, un certain nombre de personnes émergeront peut-être un jour ou l'autre parce que il y a des va-et-vient dans les progrès et les résultats. Eh bien, le résultat, c'est plutôt que dans un type de sport euh, dans lequel peut-être, alors il faut pas voir de malice dans ce que je vais dire, mais la concurrence n'était pas très forte pour parfois porter le maillot de l'équipe de France. Aujourd'hui, compte tenu du très haut niveau d'attente au niveau mondial et compte tenu du souci que l'on a de véritablement faire de nos sportifs des athlètes capables, non pas de monter sur un podium, mais de remporter l'or, tout le monde s'est inscrit dans la même course. Il y a une sorte de cercle vertueux qui fait que chacun sait qu'aujourd'hui, il y a à démontrer ou à faire la preuve
dans un système qui est de plus en plus compétitif ou concurrentiel, de ses capacités. Et il n'y a pas de système injuste, il n'y a pas de facilité. Moi, quand je suis arrivé dans le mouvement, comme je l'ai dit très souvent aux sportifs de haut niveau, vous revendiquez à juste raison un statut de sportif de haut niveau. Je vous considère comme des sportifs de haut niveau, plus que comme des personnes en situation de handicap. Et à ce titre-là, je vais avoir vis-à-vis de vous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous aurez aussi vous-même les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est-à-dire, mais pour votre intérêt, dans votre intérêt, on sera exigeant vis-à-vis de vous et vous aurez le droit d'être exigeant aussi vis-à-vis de nous. Donc tout ce système évolue relativement bien parce que finalement le pire pour eux, c'était finalement de ne pas être considéré parce que quelque part accusé que les choses étaient trop faciles et que finalement tout allait de soi. Aujourd'hui, il faut gagner sa place en équipe de France. Ouais, ouais, et du coup, l'émulation se fait comme ça, en fait, c'est qu'il faut gagner, comme tu dis, il faut gagner sa place en équipe de France. Alors, les ambitions à la Fédération française handisport, je vais essayer de les rappeler, tu me diras si ça a peut-être changé. J'avais lu que c'était disposer d'au moins 80 sportifs à la Fédération française handisport sélectionnés au sein de l'équipe de France paralympique. C'était apporter à minima 9 titres pour 40 médailles, comme à Rio, au minima, et consolider le rang de la France au handisport dans le top 10 et contribuer à l'accès dans le top 10 paralympique pour la France, qui était 12e rang, je crois, à Rio. Euh, Concrètement, ces objectifs, est-ce que vous les prédéfinissez justement avec des athlètes et vous dites, bon, bah, tous ces athlètes, ça doit être des médailles d'or? Est-ce que vous vous autorisez des surprises, on va dire, des athlètes qui sont pas dans le très très haut niveau, mais que vous vous dites, bah, potentiellement, lui, il peut apporter quand même une médaille, mais bon, c'est à voir. Comment ça se passe concrètement ces ambitions et comment on les remplit ces ambitions à la Fédération française handisport? Alors, comme tu l'as dit, il y a à peu près, alors bien entendu, les chiffres fluctuent parce que, et tu t'en doutes, il y a énormément d'incertitudes encore à cause de cette crise du Mhm. coronavirus sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, certaines sélections ne sont pas encore opérées dans certaines disciplines. Elles seront opérées, par exemple, sur des quotas. Le cas du cyclisme aujourd'hui, qui a 7 quotas, alors 6 quotas hommes et 3 quotas femmes, mais les personnes qui représenteront ces quotas n'ont pas été nommées. Il y a des compétitions qui s'annulent et il y a des sports dans lesquels tu n'auras, à part les Jeux paralympiques, aucune compétition d'organiser. Tu as des sportifs qui n'ont pas vu aussi un concurrent depuis plus d'un an et demi. Donc il y a quelques fluctuations dans les sélections possibles et qualifiables. Mais en gros, notre contingent sera de 80 à 100 sportifs de haut niveau, dont deux sports collectifs. Des surprises, non, il n'y en aura pas parce qu'on a identifié l'ensemble des personnes qui sont soit des probables vainqueurs, soit des possibles vainqueurs, soit des outsiders. Les outsiders, ce sont ceux qui sont en quatrième, cinquième, sixième place et qui sont capables de créer une surprise, mais cette surprise est aléatoire. Elle est plus aléatoire que ceux qui ont déjà gagné un titre mondial. Donc il y aura des bonnes surprises et il y aura Mhm. sans doute des déceptions parce que les faits sportifs s'inscrivent comme ça. Notre espoir de résultats, alors là-dessus, il y a un élément, oui, qui est intéressant que je peux partager avec toi et avec vous tous. À Rio, en fait, on a fait 6 médailles d'or parce que on a fait 9 médailles au total, mais on en a que 6 aujourd'hui qui comptent parce que 3 sports, on a perdu la délégation pour 3 sports. C'est-à-dire que ces 3 sports sont partis ou ont rejoint les fédérations de base ou affinitaires, on va dire. Donc notre quota de médailles est 6 médailles d'or à battre. Et nos espoirs aujourd'hui sont bien supérieurs, même si on n'apprécie pas trop quand j'affiche mon optimisme, mais ça pourrait être entre 9 et 12. Je dirais même sur un scénario moyen. Donc ça pourrait être une belle réussite. Alors évidemment, on imagine trois scénarios. Un scénario avec une mauvaise dynamique, les choses ne se passent pas comme on l'imaginait, alors ça serait entre 6 et 9. Un scénario normal, entre 9 et 12, et puis un scénario optimiste où les choses se sont bien emboîtées les unes derrière les autres, et pourquoi pas dépasser 12. Et tu as raison, c'est à peu près 35 à 40 médailles que l'on espère. Alors, donc, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a une montée en puissance très très forte de la compétence et des connaissances et de la culture du sport à la fédération handisport. On est extrêmement appuyé et soutenu par l'Agence nationale du sport. Et donc, et le but, c'est non pas de se reposer sur ces progrès qui devront être confirmés à l'occasion des Jeux, mais de bien continuer dans cette voie pour
casser la baraque à Paris. Voilà, donc chez nous. Ouais, c'est l'idée, ça serait beau et puis si on a les 2, si on a Tokyo et Paris, ça serait en avec beaucoup de médailles, ça serait le must. Oui, c'est bah, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est bien de voir, mais parce que je suis de nature optimiste aussi, mais c'est bien de voir, des cases, on va dire, des cas, optimistes. Je voudrais, revenir sur ton intégration à la Fédération française handisport. Parce qu'avant, comme tu l'avais dit, tu travaillais avec des athlètes valides à l'INSEP. Est-ce que déjà, tu avais déjà travaillé avec des athlètes handisport avant d'intégrer la Fédération française handisport? Et est-ce que ça a changé le fait d'intégrer cette fédé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton approche avec les sportifs? Et en quoi ça a changé ton approche? Oui, alors, juste pour revenir, Ronan, excuse-moi, ça fait 2 fois que je te fais ce Il y a aucun souci. voilà, j'en reviens juste un peu. Il y a quelque chose, si tu veux, qui a changé. Alors cette fois, moi, sur le plan professionnel, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été assistant conseil auprès des acteurs du sport de haut niveau dans le monde valide, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et j'ai pu constater, d'un seul coup, ça a été un flash pour moi, j'ai constaté à quel point on était les Français des spécialistes de la quatrième, cinquième et sixième place. En fait, on est des outsiders en puissance, ayant peut-être peur de gagner ou ayant des difficultés à imaginer que l'on pouvait gagner. Les Français espèrent gagner, mais ne sont pas toujours convaincus qu'ils peuvent gagner. Or, le fait de pouvoir déclarer qu'on peut avoir des scénarios qui peuvent aller du scénario moyen ou faible à des scénarios excellents, c'est dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille dans cette direction-là. Je souhaite qu'on n'ait pas peur, non pas par arrogance ou par prétention annoncer les choses, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir aussi des déclarations qui sont en rapport avec notre niveau d'engagement et les espoirs qui naissent de l'état de nos sportifs. Donc, je lutte beaucoup et je travaille beaucoup auprès des équipes pour essayer de distiller ce nouvel état d'esprit qui est de penser et de faire tout pour gagner. Puis ensuite, comme d'ailleurs souvent c'est le cas chez les anglo-saxons, une fois qu'on a tout fait, qu'on n'a pas de regrets, certains parlent de remords, et bien ensuite on repart sur une nouvelle saison avec de nouvelles conditions. Mais il faut absolument que le cerveau soit persuadé et fasse tout pour gagner. Il y a quelque chose chez nous qui nous manque par rapport à cette idée que nous ne sommes pas des favoris en puissance. Bon, alors ça c'est quelque chose donc il faut manipuler avec dextérité. Et puis pour revenir à ta question principale, alors quand on est venu me chercher pour occuper ce genre de poste à la FFH, j'ai d'abord hésité parce que je me suis posé deux questions. Premièrement, je trouvais que je n'avais pas obligatoirement une légitimité à m'occuper d'un public en situation de handicap parce que je n'avais pas de culture précise dans ce domaine-là et que j'avais peur peut-être de relever un défi qui était au-dessus de mes forces. En tout cas, ça nécessiterait une acculturation importante. Et puis, comme on me présentait le métier de directeur des équipes de France auprès d'une douzaine de sports, je me suis dit, est-ce que j'ai encore l'énergie à 63 ans ou 62 ans d'occuper ce genre de fonction quand on sait de quoi est fait cette fonction, c'est-à-dire d'un ensemble à la fois d'éléments à faire évoluer, mais notamment de relations euh, de relations sociales et psychologiques avec l'ensemble des personnes qui gèrent chacune des commissions, chacun des sports. Donc, mon boulot est un énorme boulot de communication et de partage d'informations. Donc, le téléphone sonne en permanence et tout le monde a le droit de m'appeler parce que pour tout le monde, son problème est toujours très important et qu'il doit être résolu. Alors, qu'est-ce que ça a changé, toutes ces prises de fonction? Euh, je pense que je suis plus calme et que j'ai pris un peu plus de distance. Il y a une double transformation. Moi qui étais un adepte du management participatif, j'ai été obligé de faire une concession. Je continue à écouter énormément. J'écoute en fait toujours tout ce que me disent les personnes et tous les acteurs peuvent me dire à peu près tout. Le téléphone est toujours ouvert. Mais le management participatif a ses limites quand d'un seul coup, il faut prendre des décisions et parfois contre l'avis du plus grand nombre. Donc, je me suis petit à petit dirigé vers l'acceptation d'une prise de responsabilité plus autoritaire quand je pense que le bien se situe ailleurs que dans la moyenne des avis que je recevais. Euh, et puis, plus calme, avec plus de relativité, c'est-à-dire j'essaye de classer des choses qui relèvent toujours de l'urgent et de l'important. Euh, Quand tu as
des gens au téléphone ou quand des dossiers apparaissent de toutes sortes, tu as tendance à tout classer dans urgent et important. Et parfois, je comprends avec le temps qu'il faut laisser 2 à 3 jours pour ne pas me laisser embarquer dans un avis prématuré ou dans une prise de décision qui ne serait pas légitime parce que trop anticipée. Donc, si tu veux, voilà, j'ai ces deux éléments, à la fois l'acceptation de mon rôle, entre guillemets, de père ou de chef, de meute, mais dans le bon sens du terme, et puis aussi ce recul, cet apprentissage du recul pour avoir bien l'ensemble des informations ou cette activité réflexive qui me permet de prendre la décision. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bah, c'est marrant comme ça peut, changer, mais c'est les expériences qui font évoluer aussi la façon dont on aborde le sport. Alors, j'aimerais revenir du coup, moi, c'est à mon tour de revenir sur ce que tu m'as dit avant, justement sur cette difficulté de gagner. Moi, je voulais te demander si c'était pas une peur de l'échec justement, cette difficulté de gagner. Est-ce qu'il y avait, quelque chose qui abordait avec les athlètes justement parce que on peut souvent, j'en ai parlé avec Emmanuel Lenon, donc, qui entraîne, qui est préparatrice physique à la Fédération française handisport au niveau du tennis de table. Et elle me disait qu'il y avait vraiment une peur de l'échec, c'est ça, en France, et ce qui pouvait des fois limiter, en fait, limiter les succès et limiter les, euh, on va dire, les prises de risque des athlètes. Est-ce que tu le remarques? Est-ce qu'il y a, il y a un travail qui est fait dans ce sens avec la Fédération française handisport sur justement avoir. On peut le voir dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, ou que ce soit dans le sport ou pas dans le sport, où il y a vraiment une idée de l'échec nous fait avancer. C'est ça. Et qu'en France, on a vraiment une culture de l'échec, c'est mal, même à l'école, hein, on le voit, dès qu'on fait un échec, on est mal noté, on a une note qui est mauvaise, bah c'est la catastrophe. Est-ce qu'il y a vraiment un travail dans ce sens-là? Tu as très bien décrit les choses, hein, cette peur de l'échec qu'on retrouve aussi à l'école aussi, avec cette pression indirecte qui fait que le sportif n'est plus dans le tout faire pour gagner et le fait d'être persuadé qu'il peut gagner, mais dans des situations qu'on appelle d'évitement, avec souvent des systèmes qu'on appelle d'attribution causale. C'est pas de ma faute, c'est lié au hasard, j'ai pas assez travaillé. Enfin, il y a toujours des bonnes raisons qui font que nous, Français, on n'a pas pu atteindre le Graal. Alors, comment on fait? Donc, tu n'oublies pas, pour chaque sportif, il y a notamment un accompagnateur psychologique ou mental, quand le besoin s'exprime, on est bien d'accord. Et puis moi, à travers toutes mes tournées avec les sportifs, je fais une petite intervention très simple, parce qu'il ne faut pas noyer les publics et aller directement à la cible, de un quart d'heure, 20 minutes, qui est basé sur des représentations que j'énumère sur un tableau, que je dessine, avec notamment un premier niveau qui concerne à expliquer que le stress peut être positif ou négatif, mais qu'il est en tout cas favorable à la réalisation de la performance. Quand tu n'as plus de stress, quand tu n'es plus activé, tu ne peux pas atteindre de haut niveau de perf. Et quand tu passes de l'autre côté, quand tu es trop activé, je dirais qu'il y a des effets tunnels ou des effets de bruit qui font que tu ne maîtrises plus à la fois le développement de ton énergétique, mais aussi tu maîtrises plus les aspects émotionnels ou cognitifs, de perception, etc. Puis il y a une deuxième intervention qui explique de quoi, alors si ce stress est nécessaire, de quoi ce stress se nourrit. Et donc j'explique que ce stress ou cette activation, parce que des fois le stress est mal compris, c'est le résultat entre deux représentations qu'a le sportif. Une représentation qui concerne le niveau de difficulté qu'il va rencontrer, c'est-à-dire, ah, je fais les Jeux Olympiques, waouh, c'est coefficient 5 sur 5, c'est énorme, c'est dur, mais peut-être que finalement la charge est comme une Coupe du Monde, simplement il y a des éléments en effet qui se surajoutent. Et puis donc son niveau d'habileté, c'est-à-dire la représentation de sa propre compétence. Quand tu as un rapport qui est correct entre la représentation que tu as de ton niveau d'habileté, bon, je suis pas mal préparé, je suis bien, et c'est un niveau de difficulté que je connais, il y aura un enjeu, on dit que tu as un décalage optimal qui te permet d'être dans bon niveau d'activation. Les choses ne vont pas bien, c'est quand tu surestimes le niveau de difficulté de la tâche et que tu y mets des valeurs ajoutées qui font que ça ne devient plus réaliste. Et à ce moment, ton niveau d'habileté, ben, il paraît insuffisant par rapport à un niveau de difficulté qu'on a augmenté, soit par des discours, hein, soit par des représentations qu'a sportif. Et à l'inverse,
Si dans la préparation terminale, tu fais penser au sportif que son niveau d'habileté n'est plus aussi bon qu'avant ou que des adversaires sont, eux, dans un excellent état de forme, et ben, tu peux dévaluer la capacité qu'a le sportif de croire en ses chances. Bref, je travaille sur ces éléments-là avec des petits dessins pour leur expliquer qu'il y a un décalage optimal et que c'est à eux de travailler la bonne capacité à se mettre dans un bon niveau de pression parce qu'elle est nécessaire à la performance, ni plus ni moins. Et qu'après, une fois que les choses seront terminées, eh ben on enchaînera sur une nouvelle saison. Rien ne sera terminé, la vie ne s'arrête pas. Parce que la carrière d'un sportif, c'est 2 jeux ou 3 jeux paralympiques, c'est 8 à 10 championnats du monde, etc. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant et puis c'est hyper applicable, on va dire, à plein d'autres, domaines. Quand tu parlais, j'ai l'impression de d'avoir, même un cours d'entrepreneuriat, en fait et de pas avoir peur de cet échec et de mesurer, en fait, de pouvoir mesurer la capacité, mesurer aussi donc l'événement, à quel point, il est impactant, difficile et c'est vraiment hyper intéressant et c'est applicable pour ceux qui écouteraient, qui sont pas sportifs, ça peut être applicable à beaucoup de domaines. Je trouve ça très intéressant et comme tu dis, la vie continue après et il faut pas avoir peur de l'échec parce qu'en fait, une vie, elle est pas faite que d'un seul événement, elle est faite de plusieurs qui se suivent. Mais dans ce que tu dis, j'ai beaucoup aimé que tu parles du statut de l'échec, qui est en fait un émulateur de meilleur de soi. Et c'est quelque chose qui soit nous tue, soit nous rend plus forts. Et je dis souvent que on n'est peut-être pas responsable des événements que l'on rencontre parfois, enfin pas de tous les événements, mais qu'on est responsable des transformations, de ce que la vie a occasionné pour nous comme expérimentation. Euh, Personnellement, si tu m'avais dit, ou si tu m'avais posé la question, mais il n'y a pas de raison que tu me la poses, est-ce que tu as beaucoup gagné, Norbert? Non, j'ai surtout beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu. Et c'est par contre parce que j'ai beaucoup perdu que j'ai constitué des systèmes de renfort. En fait, pour moi, rien n'a été facile depuis le début de ma vie, ou enfin, on va dire dès notre retour d'Afrique. Et j'ai bâti tout brique par brique, mais de telle façon que c'est pratiquement indémolissable, mais touche par touche. Et à une question qui m'avait été posée un jour, j'ai été très gêné sur les expériences de vie. J'avais eu cette question de savoir de qui j'étais le fils ou qui était mon père, du point de vue. Et alors, je n'avais pas trouvé de nom et j'ai été très embêté parce que j'avais répondu, ce qui pouvait être un signe d'arrogance, que je n'en avais pas, que je n'avais pas de mentor. Toute la nuit, j'y ai réfléchi. Je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Et en fait, je suis une mosaïque. Je suis un ensemble de touches. Euh, je me suis nourri au contraire d'un très très grand nombre d'influences. Je lis beaucoup, hein, en dehors du sport, de la philosophie, des choses relatives à la médecine, des choses relatives aux technologies, à la politique, etc. Et tous ces éléments donc sont un patchwork qui a constitué ma compétence, ma connaissance, voilà, au fur et à mesure. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis et ça rejoint, j'en avais parlé aussi sur le podcast, un des premiers épis le 3e ou 4e, je sais plus, avec Gilles Rocca, qui est entraîneur de Johan Diniz, qui me disait que voilà, en fait, un entraînement et un sportif, il se fait avec un ensemble de choses et c'est pas que le sport, c'est tout ce qui l'entoure et comme tu dis, l'exemple de ce que tu dis, en fait, qu'est-ce qui t'a formé toi et qu'est-ce qui fait que tu es maintenant, tu t'encadres des athlètes et que tu fais du mieux que tu peux pour encadrer des athlètes de très haut niveau et ben c'est un ensemble de choses qui a fait que tu es capable maintenant d'avoir une vision d'ensemble en fait sur ça. Et je pense que c'est intéressant pour les athlètes, pour les personnes même qui écoutent, qui sont pas sportifs, mais d'avoir un ensemble de choses qui te constituent en fait et de pas se focaliser, se fixer que sur notre expertise finalement, mais d'essayer d'avoir une vision d'ensemble. Mais Surtout ça. malgré tout, tu vois, si tu m'avais posé la question, quel est le premier ingrédient pour entraîner? Alors moi, je pense que c'est l'humanité. C'est-à-dire que, au-delà des aspects technologiques, hein, donc qui font que tu vas, entraîner plus ou moins bien en fonction d'une expertise que tu as acquise ou développée, heu, c'est l'humanité. C'est-à-dire on ne peut c'est comme à l'école. On ne peut pas, faire évoluer les gens si on ne partage pas vis-à-vis d'eux un certain niveau d'empathie, une capacité de projection par rapport à leurs difficultés. Et il y a, je pense, dans le métier quelque chose qui est lié à, on en revient à ce que je t'ai dit au départ, la capacité d'amour dans le bon sens du terme vis-à-vis des sportifs.
cette volonté de leur vouloir du bien et de toujours penser en termes de plus-value. Euh, c'est parce que tu aimes l'autre, c'est un métier altruiste, l'entraînement. Le métier d'entraîneur, c'est un métier altruiste. C'est parce que tu veux le bien de l'autre que tu entraînes bien. Après, il y a un deuxième élément, tu parlais tout à l'heure enfin, on n'en a pas parlé, mais de la résilience ou de la capacité donc de rebondir sur les problèmes. Un des éléments très importants du devenir de la carrière d'un entraîneur, c'est sa curiosité. Et en fait, je me rappelle d'une étude qui montrait que tous les entraîneurs de renom n'avaient pas été obligatoirement des athlètes de renom. Par contre, que beaucoup d'entre eux avaient été extrêmement curieux de toutes sortes de choses et rapportaient toutes sortes de connaissances qu'ils avaient lues ou étudiées au domaine du sport. Cette capacité à aller chercher dans un plus grand ensemble, un vaste système, des tas d'éléments qui nourrissent euh, ton accompagnement. Ouais, c'est très très intéressant. On pourrait parler encore de ça, ça m'intéresse énormément des heures. Alors malheureusement, le temps qu'on a imparti se limite, mais c'est hyper intéressant d'avoir justement, comme tu dis, comme tu l'as dit, c'est hyper imagé, mais cette idée, cette image de mosaïque, je trouve que ça résume bien le tout. Si j'avais une dernière question à te poser, Norbert, ça serait une question que je pose habituellement. C'est quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites, atteindre son rêve, atteindre un rêve, par exemple, qui peut être olympique, on va dire, pour un sportif ou une sportive. Quel conseil tu te donnerais à cette personne? Ah, c'est très difficile parce que tu sais, la réalisation d'un rêve ou le fait de vouloir devenir un champion, c'est quelque chose qui a été partagé par un grand nombre d'êtres humains. Et malheureusement, et de façon juste et injuste parfois, seuls quelques-uns arrivent au bout. Euh, je pense qu'on ne peut pas réussir si on ne croit pas en soi. Euh, c'est le premier élément. Croire en soi, ça veut dire qu'on va rencontrer, ça veut dire que c'est un préalable, croire en soi. Et ça veut dire qu'on peut rencontrer, ou qu'on va rencontrer dans la vie, dans le cours de son existence, ou au travers des gens qu'on va croiser, des gens qui peuvent penser que notre rêve n'est pas possible. Et donc, il faut avoir une sacrée résilience par rapport à cette croyance qu'on peut réussir le mieux. Le mieux, c'est pas toujours d'être champion paralympique, c'est d'avoir la sensation d'avoir optimisé son potentiel, d'avoir réalisé son plein soi. Voilà, Et le deuxième élément, donc, au-delà de la capacité à croire en soi, c'est de savoir bien s'accompagner, se faire accompagner. C'est de choisir un ensemble de personnes, pas toujours pour leurs compétences technologiques ou techniques, mais de personnes bienveillantes qui sauront toujours trouver, au-delà de leurs possibilités, d'autres experts pour aider le sportif dans son projet. Donc il faut être capable d'avoir un ensemble d'accompagnateurs, parfois très peu, qui, euh, qui sont là pour optimiser complètement cette croyance en ses capacités. Voilà. Croire en soi, et bien s'entourer. Voilà mes deux termes. Oui, et puis le dernier terme rejoint bien ce que tu as pu dire, ce dont on a parlé sur la cellule haute performance, entourer les athlètes. Et ça rejoint bien ça parce que si tu entoures bien et si on est bien entouré, et ça rejoint là tous les épisodes que j'ai enregistrés, la plupart m'ont donné dans cette réponse un élément qui est le même, qui est aussi euh, savoir être entouré et savoir s'entourer. Et c'est une chose qui est difficile parce qu'on apprend au fur et à mesure de notre vie à savoir s'entourer, mais des bonnes personnes, ouais. Et, Bah, merci beaucoup. et des Oui. fois, Roland, juste sur cette question, excuse-moi, je te prends encore une minute. Parfois, bien s'entourer, c'est pas toujours s'entourer de gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est parfois des gens qui vous apprécient, qui développent beaucoup de bienveillance, mais qui sont capables aussi de vous aider à vous remettre en question. Car le sport, c'est beaucoup de remise en question. C'est beaucoup de pelotes qu'on redéfait pour en reconstituer d'autres. Voilà, ou d'autres pulls. Ouais, ben, et je suis complètement d'accord avec toi. Alors des fois c'est pas facile à entendre parce que justement des fois ça peut faire mal un petit peu dans son ego, mais c'est vrai quand c'est des personnes
qui pensent au bien de nous, et ben c'est toujours positif au final. Merci beaucoup Norbert pour tous ces apprentissages, et puis c'était un vrai et un réel plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris beaucoup de choses justement sur le handisport, mais pas que, sur le sport en général, et j'espère que les auditrices et auditeurs en apprendront autant. Et puis je souhaite beaucoup de courage dans cette préparation déjà olympique à Tokyo, et pour Paris pour plus tard. Merci Ronan, à toi. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours, et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès, .podcast.sport, et mon compte perso, @bronchard-mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!